signalé au niveau de l'invitation que je vous ai envoyée hier. Donc aujourd'hui, on va continuer notre cours sur les modèles de cycle de vie. On en a vu quelques-uns la dernière fois. Il nous reste deux autres à finaliser pour finaliser le cours. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et on va essayer de revoir ce qu'on a fait et ce qu'il nous reste à faire. D'accord? Donc, je partage l'écran en entier, comme ça, je n'aurai pas de problème de fenêtre. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien, donc je vais tout de suite passer au cours. Donc, souvenez-vous, la dernière fois, on avait entamé les modèles de cycle de vie. Et on a vu dans le cours antécédent ce que c'était le cycle de vie. Enfin, en fait, le cycle de vie, c'est l'ensemble des étapes successives par lesquelles il faut passer pour aboutir au produit final qui est le logiciel. Donc, on a vu dans le cours numéro 3, justement, ces différentes étapes. Et cette succession logique d'étapes constitue notre cycle de vie. Maintenant, dans le cours numéro 4, on avait dit que pour ce cycle de vie, il existe des modèles, c'est-à-dire des façons de mener ces étapes-là du cycle de vie, qu'on appelait des modèles. Et parmi les modèles qu'on a vus la dernière fois, moi je vais faire la diapo, comme ça vous allez voir mieux. Et parmi les modèles qu'on a vus la dernière fois, on a vu en l'occurrence le modèle qu'on a appelé en cascade, ou flow, le modèle en V, bien cycle de vie en V, le modèle par prototypage, et il nous reste maintenant le modèle en spirale et le modèle itératif et incrémental. Donc, juste un petit aperçu sur le modèle en cascade. On avait dit que c'était un modèle très simple. Il est vraiment préconisé pour des projets qui sont petits, donc les besoins sont clairs et bien finis, c'est-à-dire qu'ils ne risquent pas de changer dans le temps. Donc, s'il s'agit d'un petit projet, les besoins sont clairs, ils ne risquent pas de changer dans le temps. Donc, le meilleur modèle à préconiser pour ce genre de logiciel, c'est le cascade. Donc, très simple. Mais ce cascade, on avait vu dans son schéma qu'il ne permettait pas de revenir à des étapes ou bien des activités très antérieures. Je m'explique. Par exemple, si je suis dans une étape de conception détaillée, et si jamais je me rends compte lors de la conception détaillée, il y a quelque chose qui me manque, que je n'ai pas prévu, et j'en ai besoin dans cette étape-là, je ne peux pas aller revoir la faisabilité et cahier de charge ou bien la spécification. Je ne peux aller revoir que la conception architecturale. Ça veut dire là, si je suis dans une étape de ce cycle de vie, je ne reviens qu'à l'étape juste qui vient avant et pas autre chose. Voilà, c'était l'une des limitations de ce modèle et en plus, il ne permettait pas de vérifier. Par exemple, si je suis dans l'étape de conception, je n'ai pas une étape de vérification. Est-ce que ma conception est bonne? Est-ce qu'elle est finalisée, etc. Donc, il n'y a pas d'étape d'évaluation, vérification à chaque activité. Et du coup, s'il n'y a pas ces étapes-là, donc je peux arriver jusqu'à l'installation, début d'exploitation du logiciel, et je me rends compte que j'ai mal fait quelque part parce que j'ai omis de prendre en charge certains besoins qui devaient exister. Et du coup, je suis obligée de refaire tout le processus à nouveau. C'était là la limitation majeure de ce cycle de vie. Sinon, comme avantage, on avait dit que bon, il était simple à mettre en œuvre, les étapes sont claires et nettes, il y a une succession. En termes d'utilisation, on a vu qu'on utilise le logiciel à la fin, donc après avoir installé, commencé à l'exploiter,
que l'utilisation devient à 100%. Mais avant, bien avant, donc le client n'a pas moyen d'utiliser le logiciel à une étape pour vérifier s'il est bien ou pas. D'accord? C'est ça la limitation aussi. Donc, pour remédier à ce genre de limitation du cascade, il y a eu la création du modèle en V. Donc, le modèle en V, on avait vu que c'était le cascade d'un côté, mais de l'autre côté, il y a une autre branche qui a été créée. Donc, celle-ci, elle est faite pour mener des activités type vérification des activités du cascade. Par exemple, je vérifie la conception architecturale à travers une activité qu'on appelle intégration et test d'intégration. Je vérifie ma conception et ma programmation à travers les tests unitaires, et ainsi de suite. Donc, il y a des activités créatives, donc du cycle de vie, il y a des activités de vérification. Dans le cycle de vie cascade, on avait vu qu'il n'y avait que des activités créatives. Donc, oui, préconisé pour des projets dont les besoins sont clairs et bien définis. Ce qui est comme avantage, c'est justement ces phases ou bien ces activités de vérification-validation. Donc, c'est-à-dire qu'on peut revenir à n'importe quelle étape lors du cycle de vie en V. D'accord? Donc, si je suis par exemple dans la spécification, donc je continue, j'arrive à la programmation. Par la suite, je me rends compte qu'il y a un petit problème dans la spécification, je peux, à une activité de vérification, revenir justement dans cette étape de spécification. Voilà. Aussi, par contre, il y a des inconvénients. Donc, on utilise le logiciel vraiment tardivement. Donc, le logiciel ne peut pas être utilisé à une phase de création de celui-ci. Donc, il faut vraiment attendre la fin du développement du logiciel pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est une utilisation, si vous voulez, tardive. Et on avait dit qu'il y avait un autre modèle qui était le cycle de vie par miniature du logiciel futur. Donc, cette maquette miniature me permet si vous voulez, de tester la faisabilité de mon logiciel à grande échelle, si vous voulez. Donc, dans cette maquette, je prendrai quelques besoins immédiats et je vais essayer de les confectionner sous forme d'un petit logiciel, si vous voulez, à la sauvette, donc une petite maquette. Et cette petite maquette peut être utilisé et validé par le client. Une fois que c'est bon, je peux passer par la suite au développement réel, si vous voulez, ou bien le développement à grande échelle de mon logiciel futur. Donc, le développement futur du logiciel, il se fera par deux mécanismes possibles, ou bien je garde la maquette que je vais encore amplifier et remplir d'autres fonctionnalités pour développer tous les besoins du logiciel, ou bien cette maquette, je ne vais plus l'utiliser, je vais la jeter. C'est ce qu'on appelle le prototypage jetable. Donc, je vais la jeter. Elle m'a servi de vérifier certains besoins, mais une fois que c'est fait, c'est validé par le client, je vais jeter, je ne vais plus utiliser cette maquette et je vais reconstruire mon logiciel de bout en bout, de A jusqu'à Z, sachant que les choix, je sais qu'est-ce qu'il faudrait faire comme choix, comme fonctionnalité, puisque j'ai déjà testé certaines d'entre elles dans la maquette que j'ai fait dans le prototype. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle prototypage jetable. C'est lorsque je jette le squelette initial que j'avais développé, ou bien le prototypage évolutif, si je fais développer à partir du prototype que j'ai initialement développé, et je ne fais qu'il évoluer pour aboutir au produit final. Donc, voici un peu le schéma qu'on avait vu la dernière fois. Donc, ce schéma, cette représentation graphique, elle me schématise réellement le processus de développement par prototypage. Donc, vous voyez ici, il y a une grande première étape. Cette grande première étape schématisée à travers ce cercle qui me permet de construire le prototype. Donc, cette étape me permet de construire le prototype. Le prototype, une fois terminé et accepté par le client, maintenant, je passe aux étapes qui suivent, qui me permettent d'aboutir au produit final ou bien du logiciel demandé par le client dans son cahier de charge. Donc ici, ce prototype, je peux le prendre tel que et l'alimenter, donc lui fournir d'autres fonctionnalités et le compléter, c'est ce qu'on appelle prototypage par évolutif, ou bien je peux carrément ne plus l'utiliser et continuer à développer mon logiciel en prenant en considération mes choix
que j'avais fait dans le prototype et en faisant la conception, codage, test, etc. On connaît bien ces phases de développement. Donc ici, cette première phase, comme je vous ai dit, celle qui est schématisée par le cercle, c'est le développement du prototype. Et la deuxième étape restante, c'est le développement itératif pour aboutir au produit final. Itératif, pourquoi? Parce qu'il faut, à chaque besoin, prendre tous les besoins au fur et à mesure, et ça sera genre, il faut répéter plusieurs itérations de cette conception, codage, test, etc. Voilà, pour aboutir au produit. Il va sûrement me servir à quelque chose. Donc, le premier avantage, c'est que ce prototype, je peux le réutiliser tel que et l'amplifier et le faire évoluer. Ça, c'est un avantage. Je peux ne pas utiliser le prototype, mais ça va aussi me servir parce que ce prototypage, je tape. Voilà. Oui, mais on avait dit que, bon, des fois, on se demande, par exemple, j'ai développé un prototype, mais est-ce que, par exemple, dans le prototype, c'est parce qu'on va faire un développement à la sauvette, c'est-à-dire que c'est immédiat, donc tout de suite, je vais faire de la programmation, de la conception, etc. Mais des fois, lorsqu'on prend des décisions à la hâte, c'est-à-dire rapide, des fois, peut-être, il y a un grand risque qu'on se trompe. Donc, quand on passe au développement réel, on se rend compte que dans le prototype, on n'avait pas pris en considération certains choix stratégiques pour le produit. On arrive à ce cycle de vie en spirale. Donc, c'était un cycle, c'était le modèle en spirale, il a été développé par un certain Bohm en 1988. Et ce cycle de vie, il va se dérouler en 4 phases. Et dans chaque phase, il y aura des activités à réaliser. Donc, les phases, elles sont énumérées comme vous le voyez sur la diapo. Donc, la première phase, c'est déterminer. On va déterminer quoi? On va déterminer pas mal de choses. Les objectifs du logiciel, les choix possibles, ou bien les alternatives. Donc, si je fais ce choix, est-ce qu'il y a un autre choix alternatif si jamais je n'arrive pas à mettre en œuvre le premier choix? Pardon. C'est ce qu'on appelle les alternatives. Si vous voulez, donc les alternatives, ce sont les solutions sur lesquelles je peux me baser si jamais les premières alternatives n'ont pas fonctionné pour moi ou bien je rencontre un problème. Donc, et je détermine aussi les contraintes. Quelles sont mes limitations? Les contraintes en termes de budget, en termes de moyens matériels, en termes de compétences, toutes les contraintes que je peux énumérer dans cette phase. Et des contraintes du cycle précédent et de l'analyse des besoins. C'est-à-dire que là, ces contraintes-là, c'est parce que quelque part, je sais que pour mener la prochaine, si vous voulez, phase du développement en spirale, je sais que pour mener la prochaine phase, donc j'aurai des contraintes. Des contraintes par rapport à quoi? C'est des contraintes par rapport au matériel. Par exemple, les moyens qu'il faut mettre en œuvre. Parce que j'aurai à réaliser, par exemple, certains besoins et les moyens qui me sont offerts actuellement ne me le permettent pas. Donc ça, c'est une contrainte. Par exemple, j'aurai besoin de personnel plus compétent pour développer un certain aspect du logiciel. Et je ne les ai pas. C'est super. D'argent pour continuer la suite. Et j'ai pas assez. Donc, c'est une contrainte. Donc, s'il y a ce genre de contraintes, je dois les énumérer face du cycle de. Donc, c'est répondre à ça. Quels sont mes objectifs? Quelles sont les arrivées, limitations? D'accord? Donc, une fois que j'aurai terminé l'analyse, si vous voulez, phase, ces trois activités, les objectifs alternés et contraintes, je passe à la deuxième phase du cycle de vie en spirale. Donc, ici,
c'est la phase la plus importante du cycle de vie en spirale. C'est une phase qu'on appelle analyser les risques. C'est aussi des alternatives. J'ai des contraintes. Je vais analyser les risques par rapport à ça. Donc, je vais évaluer les alternatives dans le sens euh, où je vais me dire, par exemple, si je fais ce choix-là par rapport à mon objectif, est-ce qu'il y a un risque, par exemple, quelque part, que je n'arriverai pas, par exemple, à terminer avec ce choix-là, en faisant ce choix-là. Ici, je prends l'autre choix. Est-ce qu'il y a un autre risque par rapport à ce deuxième choix, etc. Donc, je fais éventuellement, je construis éventuellement une petite maquette pour me valider un choix par rapport à un autre choix, tout en prenant en considération quels sont mes objectifs et quelles sont mes contraintes par rapport à ces choix. Donc, je vais analyser le risque. Et l'analyse des risques, c'est une, si vous voulez, c'est une phase caractéristique du cycle de vie en spirale. Si vous souvenez du cycle de vie en cascade, en V et prototypage, l'analyse des risques n'existe pas. C'est-à-dire que là, je détermine quelles sont les phases que je dois, ou bien les activités par lesquelles je dois passer, quelle est cette succession d'activités que je dois respecter, et c'est tout. Donc, je ne fais en aucun cas, si vous voulez, une pause pour me poser la question, est-ce que cette activité, une fois que je vais la faire, est-ce qu'elle va me poser un problème? Est-ce qu'il y a un risque par rapport à la réalisation de cette activité? Ce risque-là, peut-être qu'il peut être très, très grand et il va m'empêcher d'aller vers l'activité suivante. Donc, cette analyse de risque, je ne la fais pas dans ces cycles de vie qu'on a vus auparavant. Mais en cycle de vie en spirale, l'analyse des risques, c'est une caractéristique de ce modèle de cycle de vie. Elle est très, très importante. D'ailleurs, c'est le pivot du modèle de cycle de vie en spirale. Une fois que j'ai fait cette analyse, je vais passer au développement. Donc, j'ai fait une évaluation des risques. Donc, le risque pour le choix, l'alternative 1, c'est un certain risque. Le choix pour l'alternative 2, c'est un autre risque. Et j'évalue les deux risques. Donc, je vois celui parmi les alternatives qui me contraint à prendre le moins de risques. Donc, je choisis l'alternative qui m'oblige à avoir, ce n'est pas qui m'oblige, mais plutôt qui se caractérise par le minimum de risques. Et c'est cette alternative que je vais prendre en charge pour aller vers la suite, c'est-à-dire aller développer. Donc, justement, vient cette phase numéro 3 qui est celle du développement. Donc, je vais développer et vérifier la solution retenue par rapport à l'alternative. Donc, je développe la solution retenue. Donc, pour développer, donc, je prends un modèle classique. Donc, un modèle de cycle de vie classique. Je peux faire ce développement, cette vérification en cascade, ou bien en V, ou bien en prototype, etc. Donc, arrivé à cette étape-là, je fais le développement par un des modèles qu'on a déjà vus. Donc, finalement, les modèles qu'on a déjà vus, si je les compare aux modèles en spirale, ils n'ont que la phase numéro 3. Directement, on fait le développement. Et on vérifie un peu la solution retenue. Mais le spirale, vous voyez bien qu'il y a une étape 2, 3, 1, 2, avant d'arriver au développement tel qu'on l'a vu dans les autres modèles. Donc, il faut terminer. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Donc, il faut couper le son, son audio, si vous voulez. Il faut couper le son. Voilà. Donc, ici, une fois qu'on a terminé cette troisième phase, on arrive à la quatrième phase. C'est celle de revoir les résultats et vérifier le cycle suivant. Parce que regardez, puisque c'est un modèle en spirale, ça veut dire que je vais passer d'une spirale ou bien d'un cercle vers le cercle suivant, parce que c'est en spirale. Donc, on dirait que c'est un tourbillon. Donc, je passe au premier cercle, ensuite le deuxième, le troisième, etc. Donc, il y a un cycle suivant. Donc, une fois que j'aurai développé ma première solution dans le premier cycle,
Je vérifie, je revois un peu les résultats et je vérifie qu'est-ce que je vais faire dans le cycle suivant. Voilà à peu près le modèle en spirale, par quoi il se caractérise et de combien de phases il est constitué. Donc, à noter que le spirale, il a 4 phases. Les autres modèles de cycle de vie, tels que cascade, V et prototype, ils n'ont que la 3e phase. D'accord? Donc, le spirale, il, il est constitué de beaucoup plus de phases que les autres cycles de vie. Donc, essayons de voir un petit peu le schéma bien la représentation graphique de ce cycle de vie. On voit bien que la spirale a commencé de cercle en cercle, etc., jusqu'à l'aboutissement. Au final, on va l'implémenter, donc et on va commencer à l'utiliser. Phase d'installation, utilisation, maintenance, etc. Vous voyez bien ici, dans ce modèle, cette représentation, il y a 4 intersections de ces 2 lignes, horizontales et verticales. Le 2e cadran, c'est la 2e phase. Le 3e cadran et le 4e cadran, qui est vérification des résultats et passage au cycle suivant. Donc ici, phase de planification. Donc je vais planifier qu'est-ce que je vais faire dans le cycle suivant. Donc si je vois dans la première phase, donc on va déterminer quoi? On va déterminer les objectifs ou bien les buts. Donc on peut dire déterminer les buts ou bien objectifs. On va déterminer les alternatives ou bien les choix qu'on va prendre. Et on va énumérer quelles sont nos limitations, nos contraintes par rapport au budget, par rapport au matériel, moyens matériels, par rapport aux moyens personnels. Par exemple, je veux développer le logiciel, mais je n'ai pas suffisamment de compétences pour aller démarrer ce développement. Ça, c'est une contrainte aussi. Voilà. Donc, par rapport aux objectifs, les choix et contraintes, je vais essayer d'évaluer un peu les coûts. Combien ça va me coûter si je prends ce choix-là? Combien ça va me coûter si je choisis une autre alternative? Donc, je vais évaluer un peu les coûts et cumuler combien ça va me coûter si je prends le premier risque. Le risque numéro 1, c'est celui par exemple, d'atteindre le développement d'un logiciel à une certaine étape, d'aller recruter du personnel compétent pour réaliser cette étape, d'aller acheter par exemple un matériel. Donc tout ça, je pourrais évaluer des coûts pour ce choix-là. Donc pour ce choix-là, je vais évaluer des coûts. Ensuite, l'étape, la phase numéro 2, c'est celle d'analyser les risques. L'analyser les risques, c'est quoi? Par exemple, je me suis tracé des objectifs et j'ai un certain nombre de choix et j'ai des contraintes. Donc, je vais analyser les risques par rapport à ces choix et contraintes. Je me dis, si je prends la première solution, la première alternative avec cette contrainte, qu'est-ce que je vais risquer? Est-ce que je risque de ne pas développer le logiciel? Ou bien je risque de le développer, mais à la fin, il ne sera pas bon? Ou bien est-ce que je vais développer, si je prends la 2e alternative, par exemple, je vais acheter du matériel dans 3-4 mois, quel est le risque? Est-ce que le client peut ne pas être patient pour attendre le temps que j'achète? Est-ce qu'il va quitter la boîte? C'est-à-dire qu'il ne va plus accepter le contrat avec moi? Donc, je vais analyser tous les risques possibles par rapport à mes choix et mes alternatives et mes contraintes. Donc, une fois que j'aurai fait cette analyse, donc cette analyse, elle se fait dans la phase numéro 2. Et on voit bien dans cette phase, le cadran réservé à cette phase numéro 2, qui est une phase d'identification et d'évaluation, donc parce que j'évalue les risques, d'accord? Dans cette phase, donc il y a une première étape dans cette phase qui se consacre justement à l'analyse des risques. Donc, une fois que j'aurai analysé mes risques et pris parmi les risques possibles
le choix de celui qui est le moins contraignant, donc je prends le choix du moins risqué, si vous voulez, par rapport à mon développement. Donc, je passe à la deuxième étape de cette phase, c'est celle de développer le premier noyau de mon logiciel ou bien du prototype que je vais aller développer. Donc, je vais développer un premier prototype à un certain niveau de la spirale. Quand je passe à un autre niveau de la spirale, je développe un deuxième prototype. Donc, le deuxième prototype, ou bien je démarre à zéro pour le développer, ou bien je prends le premier prototype et je le fais alimenter si je fais un prototypage évolutif. Et plus je passe dans les spirales, plus mon prototype verra un peu le jour du fait que ce prototype, il devient opérationnel, il peut être utilisé par le client. Voilà, donc ensuite, je passe à la phase numéro 3. C'est celle-là qui constitue le développement et les tests. Justement, c'est cette phase qui est commune à tous les cycles de vie. On a vu le cycle de vie, si vous voulez, cascade V et un prototypage, ils utilisent tous cette phase-là de développement. Donc, pour le développement, on sait bien, à un premier niveau, c'est l'analyse des besoins, faisabilité, analyse des besoins. Ensuite, validation des besoins. Validation des besoins, c'est le fameux document du cahier de charge. L'analyse des besoins, validation du besoin, ça constitue notre cahier de charge. Validation des besoins, c'est ce qu'on a vu auparavant dans les autres cycles de vie, c'est la spécification des besoins, c'est-à-dire la mise en place de ces besoins sous forme d'un modèle ou bien de diagramme, comme on le verra dans notre module, c'est les fameux diagrammes UML. Donc ça, l'ensemble de ces diagrammes constitue notre validation des besoins ou bien la spécification des besoins. Donc, une fois que j'aurai fait à un certain niveau de la spirale cette phase-là, donc je vais établir un plan de développement. Donc, je reviens ici. Par rapport à ce plan de développement, je vais aussi me poser la question, quels sont mes objectifs par rapport à ce plan? À quelle étape je veux, si vous voulez, arriver en prenant le plan de développement? Quels sont mes objectifs dans cette étape-là? Quels sont mes buts, donc et objectifs? Quelles sont mes alternatives, les choix possibles pour mener à bien le plan de développement? Et quelles sont mes contraintes? Par exemple, j'ai besoin de développer une solution réseau, mais je n'ai pas un spécialiste réseau dans ma boîte, d'accord, dans mon entreprise de développement de logiciels. Donc je me pose les questions par rapport à cette phase-là pour déterminer est-ce que mon plan de développement peut être mené à bien. Dans ce cas-là, je vais déterminer mes objectifs par rapport à ce plan, mes alternatives, mes choix possibles et les contraintes auxquelles je serai soumise pour réaliser ce plan de développement. Donc, maintenant, j'arrive toujours à l'analyse, à la phase 2, qui est l'analyse, si vous voulez, des risques. Donc, par rapport à ce plan de développement, je me dis, quels sont les risques? Donc, si je ne fais pas développement réseau, est-ce que le client peut me laisser un peu de temps pour que je puisse recruter quelqu'un, etc. Si je n'ai pas assez d'argent, est-ce que, par exemple, je peux investir dans une autre solution de développement qui est moins coûteuse, etc. Donc, et je développe. Premier prototype, voilà le prototype. Ensuite, quand j'arrive ici, je vais, parce que je suis passée par faisabilité, spécification, je vais passer à la conception du logiciel. Ensuite, je vais faire une étape de validation de cette conception. Validation en faisant une activité d'évaluation-vérification et peut-être en introduisant dans cette validation le client qui va essayer de fixer pour moi cette conception du logiciel. Voilà. Donc, parce que je suis en train de développer petit à petit, donc à chaque phase que je valide, j'établis un plan d'intégration et test. Parce qu'au départ, il n'y avait que la spécification des besoins. Et quand j'ai fait la conception, donc il faut que cette conception, elle intègre bien, si vous voulez, cette phase de spécification. Donc, j'ai une étape qu'on appelle un plan d'intégration et test. La même chose, donc quand j'arrive ici,
Donc, un plan d'intégration et test, c'est la phase numéro 4. Donc, c'est la phase de planification pour mener à bien l'étape suivante. Quand j'arrive ici, je me dis quels sont mes objectifs, choix à contraindre. J'analyse les différents risques possibles et je développe le prototype opérationnel, si vous voulez, le prototype final. Et dans ce prototype final, je dois aller réaliser les activités de la phase 3. Donc, je vais faire la conception détaillée, je vais implémenter, je vais tester cette implémentation pour corriger le code ou bien pour corriger ma conception détaillée. Je vais faire le test d'intégration parce que lorsque j'aurai développé, c'est des parties séparées, peut-être par un groupe d'informaticiens. Donc, chacun, comment il programme, comment il va nommer les variables, etc. Donc, il faut mettre le tout, tous ces blocs qui ont été programmés de façon séparée, il faut tous les agencer dans dans une seule unité qu'on appelle logiciel opérationnel. Donc, il faut, si vous voulez, agencer bien les différentes parties du puzzle, si vous voulez. Et cet agencement, il est fait en faisant les tests d'intégration. D'accord? Donc, ensuite, je vais faire un test de recette, combien ça va coûter. Donc, les différents tests de recette, c'est pour évaluer le coût des différentes étapes de développement du logiciel. Je vais implémenter mon logiciel et c'est bon. Donc, une fois implémenté, il devient opérationnel et mon cycle de vie en spirale se termine. Donc, vous voyez bien que ce cycle de vie en spirale, on dirait non seulement j'adopte le modèle de cycle de vie des autres, si vous voulez, modèles, comme qui est si vous voulez, décrit dans cette phase numéro 3. Mais en plus, il y a 3 autres phases qui se rajoutent à ce cycle de vie. La phase détermination, but et contrainte, la phase d'analyse des besoins qui s'intègrent au développement des prototypes, bien sûr la phase de développement qu'on connaît, et la phase de la préparation de l'étape suivante, qui est la planification. Donc, vous voyez ici, plan de développement, plan d'intégration, donc c'est la phase de planification. C'est-à-dire que je sais très bien ce que je vais faire dans la prochaine phase parce que j'ai planifié ce que je dois faire, si vous voulez. Alors, c'est un cycle de vie, on dirait, de longue haleine. Vraiment, il faut vraiment avoir du temps et des spécialistes de la compétence pour pouvoir le mener à bien. Donc ici, essayons de voir quels sont les types de risques qu'on peut analyser lorsqu'on veut développer un logiciel en faisant le choix de le faire selon le modèle en spirale. Donc les types de risques, donc ça peut être des risques technologiques, ça peut être des risques liés au processus et ça peut être des risques humains. Par rapport à la technologie, donc parmi les risques, exigences démesurées par rapport à la technologie. Par exemple, j'ai un client qui me demande de faire des choses qui actuellement, en termes de développement bien sûr, en termes de développement, qui actuellement la technologie offerte ne me permet pas. Donc il a des exigences ou des besoins qui sont démesurés ou bien qui dépassent de loin les possibilités de la technologie offerte et du coup, si j'accepte ces besoins de développer ces besoins, donc je peux confronter le risque de ne pas pouvoir le faire parce que il demande des choses trop qui dépassent de loin les possibilités de la technologie que je peux mettre en œuvre pour lui. Donc c'est ce qu'on appelle le risque d'exigence démesurée par rapport à la technologie. Donc, des fois, j'ai un client qui demande de faire des choses, mais il a une incompréhension du fondement de la technologie. Par exemple, la technologie de développement me permet de faire des choses, mais lui, il a tendance à comprendre autre chose. Par exemple, j'ai fait des choix pour utiliser certaines technologies de développement, mais au cours de ce développement, il y a eu des changements de la technologie. Par exemple, changement de matériel, changement de langage de programmation, changement de tout ce que je peux rencontrer en termes technologiques, je peux rencontrer ce changement au cours du développement. Et du coup, ce que j'avais fait comme choix, il faut le revoir. Dans ce cas, c'est un risque technologique de revoir ce que j'avais fait, opter comme choix, contrainte, etc. Donc, j'ai des risques aussi liés par rapport au processus de développement. Par exemple, parmi les risques, donc par exemple, parce que, regardez, le développement d'un logiciel,
c'est un projet, ce qu'on appelle un projet de développement d'un logiciel. Et dans ce contexte-là, il existe la façon de gérer ce projet. Quand est-ce que je vais le démarrer, quand est-ce que je vais m'arrêter, quand est-ce que je vais recruter des gens, quand est-ce que je vais terminer une première activité, quand est-ce que je vais remettre un premier livrable au client. Tout ça, toutes ces étapes-là, elles se gèrent. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion de projet. Des fois, la gestion du projet, elle est absente ou bien elle est mauvaise. Donc, je ne sais pas, il y a un certain niveau du développement, ou bien quand est-ce que je vais remettre des livrables aux clients, etc. Parce que, quelque part, je n'ai pas fait la gestion du projet. N'oubliez pas, le développement d'un logiciel, il y a deux aspects. Il y a le développement lui-même pour remettre le logiciel au client. Il y a le suivi de ce développement, ou bien la gestion de ce développement, c'est ce qu'on appelle la gestion du projet. Parce que le développement d'un logiciel, c'est un projet en lui-même. D'accord? Donc, il faut faire une certaine gestion. Et dans ce domaine, la gestion du projet, c'est un domaine très ficelé. C'est-à-dire que c'est un domaine, si vous voulez, où on connaît bien ce qu'on doit faire. Il y a des diagrammes de Gantt, il y a des délais, il y a des livrables, etc. Donc, la technologie de gestion de projet nous permet justement de faire ce suivi de développement de façon très, très rigoureuse. Et donc, des fois, parmi les risques liés au processus, c'est que cette gestion n'existe pas. Parmi les risques aussi, c'est que j'investis un délai et un calendrier qui n'est pas réaliste. Par exemple, j'investis beaucoup plus d'argent qu'il ne fallait. Par exemple, l'investissement pour développer ce logiciel, normalement, il ne doit pas dépasser 50 millions et moi, j'investis 300 millions. Ça, c'est un budget irréaliste parce que par rapport à mes capacités budgétaires, je n'ai pas ce choix-là. Donc, c'est un risque. Donc, je peux, par exemple, investir 300 et puis c'est un risque démesuré parce que là, j'ai investi beaucoup plus d'argent qu'il ne fallait. Et par rapport au risque calendrier, par exemple, je dois le développer dans 2 mois et moi, j'ai pris 2 ans. Ça, c'est un risque de dépasser un peu le calendrier qui était bien ficelé dans la gestion de ce projet. Donc, dans la gestion de ce projet, ils me disent, voilà, donc pour développer tout le processus, maximum de 2 mois. On peut aller jusqu'à 2 mois et demi et pas plus. Mais moi, quand je le réalise, je me rends compte que j'ai pris 2 ans. Donc, c'est un risque lié au calendrier. Donc, je n'ai pas respecté un peu les délais. Donc, des fois, il y a un calendrier parce que les clients, ils sont toujours impatients d'avoir le produit final, le logiciel. Donc, des fois, cette impatience, la pression des clients fait qu'à une certaine étape, on peut lâcher ce calendrier, on peut ne pas le respecter. On va l'abandonner, ça c'est un risque. Si j'abandonne le calendrier, je vais mener ce développement à l'aveuglette. Je ne sais pas où est-ce que je vais aller, quand je vais remettre, quand je vais m'arrêter, etc. Et puis, parmi les risques liés au processus, je peux développer des choses inutiles au client parce que, quelque part, il y a eu une mauvaise compréhension de ses besoins. Donc, c'est le risque de développer des fonctions inappropriées. Parmi les risques humains, donc, je peux aller avoir le risque de défaillance du personnel. Par exemple, j'ai 3 informaticiens qui développent. Il y a toujours un d'entre eux qui est toujours absent. Il est absent parce qu'il est malade, parce qu'il a un parent qui est mort, parce qu'il ne vient pas, il est fainéant. Il y a une défaillance du personnel. Ça, c'est un risque. Donc, normalement, si j'ai 3 informaticiens, les 3 informaticiens doivent collaborer de façon efficace ensemble et tous les jours à réaliser les fonctionnalités du développement. Mais je me rends compte, avec ces 3 informaticiens qui sont chez moi, il y en a toujours 2 qui travaillent et le 3e ne fait rien. Donc, ça, c'est une défaillance du personnel. Et puis, il y a le risque de surestimer les compétences. Par exemple, je recrute des gens dans le but de développer une certaine fonction et je me rends compte que j'ai trop surestimé leurs compétences. Au moment du recrutement, je me suis dit, ceux-là, ils vont être capables de réaliser ça et ça, mais je me rends compte que non, ils ne peuvent pas le faire parce que j'ai trop surestimé leurs compétences. Le travail solitaire, par exemple, parmi les 3 informaticiens, il y en a toujours un qui veut travailler seul. Il ne veut pas intégrer au groupe.
Donc, c'est un travailleur solitaire. Et ça, c'est un risque, parce que s'il travaille seul, il ne sait pas ce que font les autres, et ça crée des perturbations dans les délais pour la remise du logiciel. Le manque de motivation. Les gens, ils sont là, ils sont recrutés, bon, ils se disent, je ne veux pas trop me fatiguer, de toute façon, la paye n'est pas bien, etc. Donc, et puis, à quoi ça me sert de développer? Je me casse tout le temps la tête, et puis je fais plus qu'il en faut, etc. Donc, il manque de motivation. Donc, et du coup, il va vraiment développer de façon très démotivée, si vous voulez. Donc, mais parmi les avantages, donc c'est l'analyse approfondie des risques. Donc, c'est un des avantages, puisque l'analyse des risques n'existe pas dans les autres cycles de vie. Et puis le fait qu'il y ait des phases, donc plusieurs phases, on avait vu ici 4 phases, et ces phases-là, donc on avait vu dans le schéma. Donc, si je reviens dans le schéma, on avait vu que les 4 phases, phase numéro 1 jusqu'à 4, donc ces 4 phases, à chaque fois, on va tourner. Donc, puisqu'on fait plusieurs spirales, donc on va tourner à chaque fois dans cette phase 1, 2, 3, 4. Ensuite, on revient, phase 1, 2, 3. Donc, on revient plusieurs fois, parce qu'il y a cette spirale. On revient plusieurs fois sur des phases, et du coup, ça va nous permettre de rajouter, de raffiner les fonctionnalités. Donc, et puis là, donc le logiciel est produit au début du cycle de vie, parce que regardez, début du cycle de vie, parce que tout à fait au début, déjà, on a un premier prototype, miniature, c'est vrai, mais à chaque fois, il y a un prototype qui est développé de plus en plus jusqu'à aboutir au prototype opérationnel. Donc, il y a un développement vraiment très tôt du logiciel. Voilà. Et puis là, à chaque itération, à chaque spirale, il y a quelque chose à montrer, à montrer du développement. C'est-à-dire que je peux aller associer le client pour lui montrer ce que j'ai fait dans une spirale. On n'attend pas la fin pour produire quelque chose, puisqu'à chaque spirale, il y a un prototype. On peut obtenir un retour rapide du client sur ce qu'il a été produit, puisqu'on fait associer le client à chaque itération. Puisqu'on peut lui montrer ce qu'on a fait à une certaine itération ou bien à une certaine spirale. Mais parmi les inconvénients, l'inconvénient le plus important, le majeur, si vous voulez, c'est l'analyse des risques. Parce que l'analyse des risques, c'est pas n'importe qui peut la faire, ça nécessite des compétences. Donc, ça nécessite une certaine expertise très spécifique. Et trouver des experts qui permettent d'analyser les risques, c'est pas facile. Et puis là, lorsqu'on sait que si je fais mal cette analyse de risque, donc ça va se répercuter sur le processus, sur le succès du processus de développement. Parce que l'analyse des risques, elle est fortement liée le processus de développement, il est fortement lié à cette analyse de risque. Si je fais bien cette analyse de risque, ça veut dire que j'augmente le pourcentage de succès du processus de développement. Si je fais mal l'analyse des risques, eh bien, quelque part, je vais faillir dans cette activité de développement. C'est un modèle très complexe à mettre en œuvre. Donc, et puis, ce modèle-là, il est recommandé pour les développements de logiciels qui ont un risque imminent, si vous voulez, sur le plan humain ou bien sur le plan budgétaire. Par exemple, supposons je veux développer un logiciel pour contrôler l'activité d'une installation nucléaire. Je sais bien que ce logiciel il doit être hyper parfait, parce que s'il bug quelque part, ou bien s'il fait des mauvaises fonctionnalités, donc s'il fait des mauvais traitements, je sais que le risque il est très très grand. Une installation nucléaire n'est pas quelque chose de simple. Donc si par exemple il devait calculer une certaine température pour par exemple fermer une certaine vanne ou bien pour ouvrir une certaine je ne sais pas, un portail pour aération, etc., et que ce calcul est mal fait dans un des processus de développement, donc je sais que par la suite, c'est un risque imminent, c'est un grand risque sur l'installation nucléaire parce que une fois que cette installation est défaillante, suite à ce logiciel de contrôle, donc cette installation peut causer des vies humaines. Donc le risque, il est très très grand. Maintenant, on arrive au dernier cycle, modèle cycle de vie, qu'on appelle le cycle de vie itératif et incrémental. Donc, vous avez vu le principe,
Ici, il y a un principe d'incrémental, donc pour incrémenter, il y a cette façon de mener les choses de façon itérative. Incrémental, c'est quoi? Incrémental, ça veut dire j'ai une idée au départ de ce que je veux obtenir à la fin, une idée globale. Voilà. Voici mon logiciel. Donc, le logiciel, on l'a schématisé à travers cette peinture de Mona Lisa. Donc, j'ai l'image de la Mona Lisa. Donc, j'ai une idée globale sur mon logiciel que je veux aboutir à la fin. D'ailleurs, que j'aboutis ici dans la réalité. Vous voyez ici, c'est dans le virtuel. Vous voyez l'image en flou. Elle n'existe que dans ma tête, dans la réflexion du concepteur du logiciel ou bien de l'éditeur du logiciel. Donc, on a des me répondre au moins. Oui, il n'y a personne qui parle. Oui, madame. Vous êtes une vingtaine, alors que la section, c'est 106. Voilà, donc rapidement, donc on ne va pas trop tarder. Voilà, donc, Madame, vous êtes en train de oui. partager l'écran? Oui, je suis en train de partager l'écran. Est-ce que vous ne voyez pas mon écran? مدام واحد الكونيكسيون واحد 2 مينوت ما كنتش D'accord, تسمعوا bien, فيه. ok. Ça y est, ça y est. Ok, voilà. Donc, partager. Voilà. Donc, je viens juste de partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà, donc incrémental, ça veut dire je développe de plus en plus des petites parties que j'agence une à côté de l'autre. Donc, j'ai un test d'intégration, une phase d'intégration pour intégrer cette première partie à la deuxième partie, et ainsi de suite, jusqu'à aboutir au produit final.
Alors que l'itérative, non. Je développe toute la maquette dans sa globalité, que je raffine à chaque fois pour aboutir à la vraie maquette ou bien au vrai logiciel final. Donc ici, la représentation du cycle de vie par incrément, c'est qu'à chaque fois, je développe des incréments. Donc, ça veut dire, ici, je développe un incrément, ensuite, je vais utiliser l'étape d'itération. L'incrément, c'est quoi? Il est constitué du même cycle de vie, des cycles de vie vus auparavant, tels que la cascade. Donc, j'ai toujours l'analyse des besoins, la définition des besoins, la planification de la version. Regardez, parce que ici, je fais un incrément, donc j'aurai une première version du logiciel. Ensuite, je vais faire une itération pour obtenir la deuxième version du logiciel. Donc, je développe un incrément. C'est ce qu'on appelle l'incrément. Donc, cet incrément, il est constitué de la planification de la version, l'analyse et conception, la mise en œuvre qui constitue l'implémentation, etc., la validation. Une fois que j'aurai terminé ce premier incrément, je vais réitérer, je vais faire une itération pour refaire le même processus afin d'obtenir le deuxième incrément. Une fois que j'aurai terminé, je vais refaire pour faire le troisième incrément. Jusqu'à un certain moment, j'aboutis à tous les incréments possibles de mon logiciel futur. Et dans ce cas-là, je vais livrer la version finale. Et cette version, elle sera exploitée. Bien sûr, il y aura une phase de maintenance qui va se dérouler à la fin. Voilà. Donc, les avantages, donc c'est un modèle de développement qui est proche de la réalité. Parce que c'est vrai, dans la réalité, on développe par petites parties et chaque fois, on refait le même processus de développement pour améliorer ces parties. Donc, il y a le côté incrémental, le côté itératif dans la réalité. Donc, ici, le fait de développer de façon itérative des incréments, il y a cet aspect d'évolution. Il est possible de livrer les incréments au client pour qu'il puisse les valider. Donc, je peux aller faire un premier incrément, je le donne au client, il va le valider, je passe au deuxième incrément, il va le valider, et ainsi de suite. Donc, ici, l'intégration, elle se fait de façon progressive. Parce que vous voyez bien que dans ce schéma, par exemple, j'ai développé une deuxième partie que je dois intégrer à la première, qui est celle-là. Donc, il y a cette histoire d'intégration qui est progressive. Donc ici, à chaque fois, puisque je remets des incréments, donc il y a une étape de validation, donc il se fait par test. Et le logiciel il est très tôt, utilisé très tôt. On vérifie à chaque fois ce qu'on a construit, est-ce qu'il est bon ou pas. Mais parmi les inconvénients, c'est qu'il faut planifier. Il faut faire une bonne planification et il faut faire une bonne, si vous voulez, conception. Des fois, ce n'est pas évident. Voilà, donc il faut bien analyser aussi le projet dans sa globalité avant de pouvoir développer et le découper par incrément. Il faut utiliser des moyens plus adéquats comparés à d'autres modèles. Donc on voit bien ici la comparaison entre le cycle de vie en cascade et incrémental itératif. Donc le cascade, vous voyez bien, spécification. Donc ici, à chaque fois, utilisation 0. Les spécifications, 100%. Conception, 100%. Utilisation 0. Test, code et test, donc c'est 100%. Utilisation 0. Jusqu'à arriver à la fin. Donc ici, au niveau de la validation, on a validation 100%, utilisation 100%. Donc à partir de cette phase, on peut obtenir l'avis du client. Le feedback du client va commencer. Par contre, le modèle itératif incrémental, non. Ici, premièrement, je développe un premier incrément. Le premier incrément, il est constitué des mêmes activités que celui du cascade. Donc, on voit bien spécification, conception, bien design, code test, intégration, validation. Ça, c'est le premier incrément. À partir de ce premier incrément, déjà, on peut obtenir l'avis du client, parce qu'on va lui remettre ce premier incrément. Donc, ici, par exemple, le logiciel sera utilisé à 30%. Quand je vais passer au développement du deuxième incrément, donc je vais augmenter le pourcentage d'utilisation. Donc, c'est 55% et on peut obtenir l'avis aussi du client. Par exemple, ici, lorsque je fais un troisième incrément, donc par exemple, l'utilisation, il sera à la livraison, il sera utilisé à 80%. Et lorsque je termine le dernier incrément, donc ce sera l'utilisation à 100%. Donc vous voyez bien, et chaque incrément, il est constitué des mêmes phases ou bien des mêmes activités qu'un modèle tel que le cascade. Voilà, donc ceci termine notre cours. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame, par rapport au projet. Par rapport au projet que je dois vous donner?
Vous comptez nous Oui, renvoyer Mazal quand? ma بعتوش. Peut-être la semaine du présentiel, je vous le donne. D'accord? D'accord, pas de souci. Madame Baksir, pour les vacances. Bien sûr, comme les vacances. Hein. Et en parlant de la semaine du présentiel, donc Monsieur Atif, il a l'habitude de vous faire le cours TD, etc., le dimanche. Oui, dimanche, ça fait le programme ou là, lundi, je pense. Non, attendez, parce que il a l'habitude de vous prendre en charge le dimanche, Ah oui, oui, le dimanche, ça, je pense de pas le 13h jusqu'à 17h. deux groupes, groupe un et 2. De 13h jusqu'à Oui, 17h. Ah, madame. Oui, madame. D'accord. Parce qu'il m'en a parlé hier. Il a demandé à ce qu'il vous fasse ça le mercredi. Donc, on va se permuter, lui et moi. Donc, cette semaine, la semaine du présentiel, je viendrai pour vous faire GL le dimanche à sa place. Parce que le dimanche, lui, il a un examen et un rattrapage à faire de son module. madame, D'accord? là, c'est en ligne. Je suis pas sûr que c'est en ligne. Dimanche, normalement, c'est en ligne. Parce qu'il y a un Comment? examen de rattrapage. Les jours d'examen de rattrapage, c'est en ligne. Les jours de rattrapage. Parce qu'il m'a dit qu'il y a un examen et un Oui, examen et un rattrapage. Il va faire un examen et un rattrapage. Je crois il va faire son rattrapage du module qu'il a enseigné au premier semestre, je pense. Et l'examen, il va peut-être faire une surveillance ou je sais pas. Donc, s'il s'agit d'examen et rattrapage de Bebzouar, vous ne pouvez pas accéder à Bebzouar. oui, madame. Les enseignements, c'est en ligne. Oui, madame. D'accord, donc je confirmerai avec l'administration. C'est juste pour vous dire que dimanche, c'est moi qui va vous prendre en charge. Madame, même si c'était en ligne. Bien sûr, même si c'était en ligne, parce que M. Atif, il ne peut pas être disponible. Ah, d'accord, madame. Il sera disponible parce qu'il a le rattrapage de son module. Il doit organiser le Ah, rattrapage de d'accord. son module. Et je crois pour un examen, je crois qu'il est sollicité pour une surveillance. Oui, madame. Vous avez compris. Donc D'accord, d'accord. ce dimanche, c'est moi qui va vous prendre en charge. Madame, Inch'Allah. donc, attends, vous confirme parce